Cours 10, extrait de Physique-Chimie TSTI 2D aux éditions de Lagrave. Donc, cours 10, le chapitre 11 du livre, concerne les changements d'état et transferts thermiques. Alors, quelques révisions. La température est une grandeur caractérisant un système. Elle est directement liée à l'agitation moléculaire de la matière. Dans le système international, l'unité de température est le Kelvin. Or, 0 degré égale 270 Kelvin. On rappelle encore une fois que donc, le 0 degré Celsius et le 100 degrés Celsius sont une échelle de température basée sur les changements d'état de l'eau. Les physiciens se sont rendus compte au bout d'un moment, pour diverses raisons, que la température ne pouvait pas être plus basse que 273 degrés Celsius. Alors pourquoi? Puisqu'on dit que la température est directement liée à l'agitation moléculaire. Il se trouve qu'à un moment, il n'y a plus d'agitation, tout est strictement immobile, et donc ça ne peut pas être plus froid que cette température qui définit l'immobilité, c'est moins 273 degrés Celsius. Donc il s'est avéré plus pratique de définir une autre échelle, l'échelle Kelvin, qui fait partir le 0 ici. Donc le 0 degré Celsius correspond à plus 273 Kelvin, et le 100 degrés correspond à plus 373. Donc quand on s'intéresse à des écarts de température, comme dans cette formule TF-TI, on peut indifféremment utiliser le degré Celsius ou le Kelvin. Puisqu'en écart de température, ça fait toujours la même chose. L'énergie interne d'un système, notée Q, c'est toute l'énergie microscopique des particules qui le constituent, c'est les énergies potentielles, cinétiques. On peut dire que c'est lié, l'énergie interne va être bien sûr liée à la température, mais l'énergie, la chaleur n'est pas la température. La température, c'est une grandeur qui caractérise le système et qui caractérise la quantité d'énergie aussi que ce système a. Donc cette énergie est due en particulier aux énergies potentielles et cinétiques des particules. La capacité thermique massique, notée C, correspond à la quantité d'énergie qu'il faut apporter par échange thermique pour élever d'1 degré la température d'1 kg du corps étudié. Donc c'est cette fameuse formule qui a déjà été vue en première, où donc le transfert thermique associé, qui se mesure en joules dans une unité du système international, va être proportionnel à la masse, c'est-à-dire si je veux chauffer 2 fois plus d'eau, il faudra 2 fois plus d'énergie, c'est normal, la masse en degrés, l'unité du système international, à l'écart de température que des fois on écrit delta T ou delta θ. Donc l'écart de température, θF moins θI, F comme finale, I comme initiale. Donc bien sûr, plus on veut un écart de température élevé, plus on veut chauffer une certaine masse d'eau, plus il va falloir apporter d'énergie. Il y a proportionnalité entre l'écart de température et la quantité d'énergie qu'on apporte au système. Et le coefficient de proportionnalité, c'est donc ce fameux C qui dépend du corps, qui vaut 4180 pour l'eau, 4180 joules par kilogramme par Kelvin. Mais par contre, qui va être une valeur différente pour un autre corps. L'énergie massique de changement d'état, notée L, c'est l'énergie apportée à un corps pour faire passer 1 kg d'un corps, d'un état physique, de la matière à un autre état physique à température constante. C'est l'énergie qui est nécessaire, par exemple, pour faire fondre un solide. Vous avez de la glace à 0 degré, il va falloir la faire fondre et vous obtenez un liquide à 0 degré. Pour passer de l'état solide à l'état liquide, en fait, il y a plein de liaisons, il faut les casser, il faut apporter de l'énergie pour briser ces liaisons, et ça correspond à une énergie massique de changement d'état. On pourra trouver dans certains livres qu'on appelle cette chaleur, cette énergie massique de changement d'état, on appelle des fois chaleur latente. Alors bien sûr, les signes sont opposés, c'est-à-dire que pour la solidification, il faut que le système perde de l'énergie, donc ça va être une énergie négative. Par contre, pour la fusion, il faut que le système acquiert de l'énergie, il faut le chauffer, donc le système acquiert de l'énergie, et de son point de vue, on va comptabiliser l'énergie positive. Et bien sûr, les deux sont opposées l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'elles sont égales en valeur absolue. Il va falloir autant d'énergie pour casser la structure qu'il va falloir d'énergie pour la refaire. Les deux sont égales en valeur absolue, mais opposées quant au signe. Alors il y a dans les changements d'état donc la fusion, la solidification. Entre le liquide et le gaz, c'est la vaporisation ou la liquéfaction. Alors des fois on entend le mot
évaporation ou ébullition, ce sont des cas particuliers de vaporisation. Le terme général, c'est bien vaporisation, c'est bien celui-là qu'il faudra redonner dans les contrôles. La liquéfaction, c'est pareil, des fois on entend parler de condensation, mais en fait la condensation, plus rigoureusement parlant, c'est quand le gaz devient directement un solide, donc là c'est la condensation. À l'inverse, quand le solide passe directement à l'état gazeux, c'est la sublimation. Alors pour cette condensation, qui n'est pas la condensation habituelle, habituellement quand on parle de condensation, c'est pour parler de la liquéfaction. Pour celle-ci, parfois, on voit le terme condensation solide. Alors, les états de la matière. La matière existe en 3 états, donc solide, liquide, gazeux. Dans les conditions normales, la température est fixée à 0 degré et la pression atmosphérique à 1013,25 hectopascal, c'est la pression atmosphérique classique à l'altitude 0. Alors, oui, alors on appelle aussi phase les différents états de la matière. Alors, enfin, encore que ce terme de phase, on ne va pas en parler pour l'instant. Parce que la définition est plus complexe que ça. Les états de la matière pour l'eau. Alors, l'eau, c'est une molécule qu'on connaît bien, donc H2O, on a l'oxygène qui a 2 doublets non liants et qui a 2 électrons libres, on a 2 électrons non liés, l'hydrogène a un électron lié. Alors bien sûr, ces deux électrons vont former une paire d'électrons qui va former la liaison covalente. Et ici, donc, on a un coude qui vient du fait qu'en fait, on a des doublets électroniques non appariés qui vont repousser ces doublets électroniques qui forment les liaisons, ce qui va faire que la molécule va être va former un petit coude. Alors, ce petit coude est hyper important parce que c'est lui qui va voir apparaître du coup une différence de sang, enfin du moins. L'oxygène attirant plus à lui les électrons que l'hydrogène, et bien les 2 électrons qui sont là sont en fait un peu plus là que là. Pareil, ils sont un peu plus là que là. Alors si on prend tout le nuage électronique, eh bien on voit que le nuage électronique a un centre de gravité. Si je redessine OHH, les électrons sont un peu plus là que là, ce qui fait que le centre de gravité des électrons va être un peu par là et le centre de gravité des charges plus va être un peu plus par là. Donc on a en fait l'oxygène qui attire à lui les électrons, donc qui va former une charge moins qui s'accumule sur l'oxygène, et l'hydrogène qui a été dépouillé d'un électron qui va voir du coup apparaître une charge delta plus. Alors delta, c'est parce que c'est une charge partielle, c'est pas tout l'électron qui a été piqué par l'oxygène, mais juste une partie de l'électron. Au lieu de marquer delta plus, on pourrait marquer par exemple une charge de plus 0,2. Puis ici une charge de plus 0,2. Et puis, donc parce qu'il a perdu en gros 20% d'un électron. Et puis ici, on aura une charge de moins 0,4. Voilà. Donc cette configuration particulière va faire en sorte que l'oxygène va se comporter un petit peu comme un domino qui a un pôle moins et un pôle plus, et tout ça va faire des liaisons hydrogènes. La liaison hydrogène, c'est l'attraction électrostatique entre un élément qui porte une charge partielle négative, donc l'atome d'oxygène qui a attiré plus à lui les électrons, et un atome d'hydrogène qui porte une charge partielle positive parce qu'il a été dépouillé d'une partie de son électron. Voilà, donc entre des charges moins et des charges plus, eh ben, il y a une petite attraction, c'est moins fort que la liaison covalente, mais ça permet quand même de lier un petit peu les molécules. Tout ça va expliquer les états et les changements d'état de l'eau, puisque à l'état solide, la température est suffisamment faible, l'agitation est très faible, donc les molécules vont se lier grâce à ces liaisons hydrogènes, et on va avoir une structure hexagonale qui va se former avec des angles 120 degrés un petit peu partout, dû à 120 degrés à peu près, dû à ce coude de la molécule d'eau. Et ça va d'ailleurs faire apparaître pas mal de vide. Ça expliquera des choses sur le fait que la glace, par rapport à l'état liquide, la glace prend plus de place. À la même masse, si vous prenez 1 litre d'eau que vous faites geler, vous avez plus que 1 litre de glace. Vous avez toujours 1 kg de glace, mais ce kilo de glace va prendre plus de place parce que les liaisons vont faire des trous entre eux. Pour parler simplement,
vont faire des trous entre les atomes. Enfin, il va y avoir des espaces vides. Ce qui fait que la glace va être moins dense que l'eau, ce qui explique que les glaçons flottent. Quand on élève un petit peu la température et qu'on passe le seuil du 0 degré Celsius, eh bien à ce moment-là, l'agitation commence à être suffisante pour briser cet édifice. Par contre, ces liaisons existent toujours, et donc les molécules vont toujours rester proches les unes des autres parce qu'elles s'attirent mutuellement. Par contre, elles ne vont pas rester toujours avec le même voisin, elles vont sans cesse changer de voisin, et ça va être ce qu'on appelle l'état liquide. Si maintenant on continue à monter la température, il y a une agitation de plus en plus forte entre les molécules qui tend à disloquer ce qui reste de liaison entre les molécules, et quand on passe le seuil de 100 degrés, l'agitation est telle que ces petites liaisons, en fait, elles existent toujours, enfin les liaisons n'existent pas, l'attraction existe toujours, mais l'attraction n'est vraiment plus suffisante pour maintenir les molécules proches les unes des autres. Les molécules sont très agitées, elles s'entrechoquent, elles partent par là, celle-ci rebondit sur une paroi, celle-ci rebondit sur celle-ci, tout ça est très chaotique et très agité, et c'est l'état gazeux. Alors, pour s'y retrouver dans les changements d'état des corps, on va définir ce qu'on appelle un diagramme d'état, où on va tracer sur un axe pression-température l'état du système. Alors, pour comprendre ce diagramme, il faut voir que, par exemple, à la pression de 1 atmosphère, donc 1013 hectopascales, eh bien, on va avoir, si on fixe la pression, on va avoir ici, finalement, on va retrouver notre 0 degré Celsius et notre 100 degrés Celsius. Donc, en dessous de 0, on est solide, au-dessus de 0, on est liquide, et au-dessus au-dessus de 100 degrés, on est gazeux. Avec une petite particularité pour l'eau, là on voit une courbe qui est inclinée comme ça. Pour l'eau, en fait, elle serait plutôt inclinée comme ça. Donc ça, c'est le diagramme d'état d'un corps pur. C'est pas forcément celui de l'eau. Voilà, d'un corps pur. Si par contre on élève la température, si on élève la pression, en fait, si on élève la pression, donc on voit que il va falloir aller à des températures plus élevées pour passer à l'état gazeux. C'est normal, quand on est sous pression, en fait, les molécules sont forcées de se rapprocher, on diminue l'espace entre les molécules, par exemple, et donc elles sont plus proches les unes des autres, et il faut plus d'agitation pour rompre le cristal. Inversement, si on baisse la pression, à ce moment-là, on voit que elle se vaporise à une température de plus en plus basse, et si on continue à baisser la pression, on arrive à ce qu'on appelle le point triple, le point où en fait on ne va plus, si on est à cette pression-là constante, eh bien on va passer directement du solide au gaz, c'est la sublimation. Voilà. Donc ici, c'est la sublimation, de solide à liquide, c'est la liquéfaction, de liquide à gazeux, c'est la vaporisation, ici la liquéfaction, ici le liquide à solide, c'est la solidification, donc là on avait dit sublimation, et là c'est condensation solide, ça avait été vu en introduction. Alors, le point triple, donc généralement un corps pur est stable à une pression et une température donnée, sauf au point triple où il se passe des drôles de choses, parce que du coup la matière, elle peut aussi bien être solide, liquide, gazeux, elle ne sait pas dans quel état se mettre, et en fait c'est un point particulièrement instable de la matière. Et enfin, oui, on peut aussi définir ce qu'on appelle le point critique. Donc ça, c'était le point triple. Et le point critique, c'est un point au-delà duquel, en fait, la courbe s'arrête et il n'y a plus de différence entre gaz et liquide. Au-delà de ce point-là, au-delà de ce point ici, à partir de cette température ici, en fait, l'agitation est telle que quelle que soit la pression, on aura un état intermédiaire entre le liquide et le gaz, donc quelque chose de très très agité, mais on ne peut plus faire la distinction entre liquide et gaz. Voilà. Les transferts thermiques, alors ça a déjà été rappelé en introduction. Donc le transfert thermique, c'est un transfert d'énergie qui se fait toujours du corps chaud vers le corps
froid, ça ce ne sont que des révisions et cette formule a déjà été revue en introduction. On va reparler un petit peu de l'autre formule qui concerne le transfert d'énergie thermique lors d'un changement d'état. Quand on a par exemple une solidification ou une fusion, eh bien on va avoir, pour faire changer d'état une certaine masse d'un corps, il va falloir apporter une énergie qui est tout simplement proportionnelle à la masse du corps, il n'y a pas d'autres paramètres. Et L, qui est l'énergie massique de changement d'état, c'est le coefficient de proportionnalité entre les deux, c'est-à-dire c'est l'énergie qu'il faut apporter à 1 kg d'un corps pour le faire changer d'état. Alors cette valeur va être positive ou négative, en fait ça dépend du changement d'état. Le corps reçoit de l'énergie s'il passe à un état de la matière moins ordonné, donc l'énergie qu'il a reçue a cassé des liaisons et donc ça désordonne tout ça. Par contre, il cède de l'énergie s'il passe à un état de la matière plus ordonné, c'est-à-dire que en fait c'est la chose inverse, les liaisons se sont formées et les liaisons se sont formées en perdant de l'énergie. Dans un système isolé, la somme des énergies échangées est nulle, c'est-à-dire que quand on fait le bilan par rapport à un système de toute l'énergie qu'il a gagnée ou qu'il a perdue, à chaque fois on fait ce qu'on appelle la comptabilité du banquier, c'est-à-dire que là c'est une énergie qui a été reçue, donc elle va être comptabilisée positive, ça c'est une énergie perdue, cette énergie va être par exemple négative, puis il peut y avoir dans toutes les énergies, il peut y avoir du travail, un travail électrique par exemple. Alors ici, on a cédé un travail électrique, ça serait par exemple une pile, ou alors on a reçu un travail mécanique, c'est par exemple qu'on a, on a comprimé un liquide. Quand on fait le bilan d'un système, oui, alors ici W serait positive et puis là WE serait négative. Mais quand on fait le bilan du système, la somme des énergies échangées est nulle parce que l'énergie ne se crée pas, elle ne se perd pas, elle ne fait que s'échanger entre des systèmes. Et donc on pourrait dire dans ces cas-là que Q1 plus Q2 plus W plus WE égale 0. Voilà ce qu'on pourrait écrire, et donc ça permettrait d'isoler une inconnue et de déterminer un des paramètres du système qu'on voudrait connaître.